Merci d'avoir retenu ce travail, pour lequel je n'ai toujours pas de conflit d'intérêt. Je dis toujours pas parce que j'ai eu l'avantage de le présenter lors d'un webinaire de l'AIUS en novembre. Et j'ai essayé de vous proposer une approche différente pour éviter de lasser celles et ceux qui l'avaient déjà vu. Alors je ne sais pas si pour coller à la thématique de cette fin d'après-midi, le sujet que j'aborde fait partie des nouveaux modèles. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est très présent sur ce qui fait une partie de nos vies aujourd'hui, c'est le web. Alors si le sujet des émissions Fontaine vous intéresse, je vous invite à vous munir de votre smartphone. Vous pouvez flasher ce QR code et vous accéderez à un document qui reprend l'anatomie, la physiologie, l'épistémologie, les sémantiques, enfin beaucoup de choses. 30 pages de témoignages sur ce sujet précis de femmes et d'hommes et la méthodologie de l'étude, ainsi que l'ensemble des résultats que je ne pourrai pas présenter ce soir parce que sinon on va y passer la nuit. Donc de quoi vous assommer pour un moment. Un petit mot de terminologie. La terminologie de femme fontaine a été inventée dans les années 80 par Frédéric Gruyé. C'est une femme française, psychosexologue, hypnothérapeute et psychanalyste également. Les anglo-saxons vont parler de squirting. Squirter en anglais, enfin squirter en français, ça se traduit par gicler. Et les hispanophones qui ont également été interrogés dans cette enquête parlent également de squirting. Ils ont repris la terminologie anglaise, mais avec l'accent espagnol, ce qui se traduit par el squirt. Confondre éjaculation féminine et émission fontaine reste une erreur contemporaine, y compris de la part des sexologues. Ce sont deux phénomènes différents qui peuvent être concomitants ou pas, et qui ont comme caractéristique similaire d'être une émission de liquide chez les femmes ou les personnes qui ont une vulve au moment de l'excitation sexuelle. Alors qu'est-ce qui les différencie ? L'éjaculation féminine, elle est produite par la prostate féminine. Cette prostate, vous l'avez appelée pendant très longtemps et vous l'appelez encore parfois glande de Skene. Elle a été rebaptisée en 2001. L'éjaculat est imperceptible parce qu'il n'a ni odeur ni couleur, il est d'un volume excessivement réduit et il se mélange aux autres fluides déjà présents, notamment la lubrification vaginale. On sait très peu de choses sur l'éjaculation féminine. Probablement que plus de 80% des femmes sont concernées. Est-ce que c'est lié au plaisir, à l'orgasme ? Est-ce que ça a une fonction ? On n'en sait rien. Il y a plusieurs hypothèses, mais rien n'a été démontré sur le plan scientifique aujourd'hui. Il y a 2 travaux qui sont en cours, qui sont menés par l'Université du Queens actuellement, donc on aura peut-être quelques éléments supplémentaires dans quelques semaines ou dans quelques mois. Les émissions Fontaine, quant à elles, elles sont d'origine vésicale. Elles vont se présenter sous 2 formes cliniques spécifiques, soit par ruissellement le long de la vulve et des cuisses, soit par jaillissement à distance de la vulve. Elles connaissent une forte variabilité en termes de volume, quelques millilitres à plusieurs centaines de millilitres. Le vécu est très intime et ce qu'il faut retenir, c'est que pendant longtemps on l'a associé à l'orgasme, on verra que ce n'est pas forcément le cas. Retenez que donc, même si ce n'est pas le sujet de ce soir, les femmes ont une prostate et elles peuvent éjaculer. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient jamais vu à quoi ressemble une émission Fontaine, et même quand elles sont moins impressionnantes que celles-ci, elles vont systématiquement susciter un questionnement, notamment au moment des premiers écoulements, au moment de leur découverte, aussi bien chez les femmes qui ont des émissions Fontaine que chez les partenaires, surtout quand on ne sait pas que ça existe avant. Les études antérieures se sont essentiellement focalisées sur le liquide, sa quantité, son aspect, où était-il produit, quel chemin il empruntait, mais finalement presque pas ou peu de travaux sur pourquoi ce liquide, qu'est-ce qui fait que certaines femmes vont avoir des écoulements et pas d'autres, dans quelles circonstances, pourquoi à ce moment précis de leur sexualité et pas à un autre. Les premières évocations des émissions Fontaine datent d'il y a 4000 ans, ça a commencé en Chine. Et pour la première fois, nous avons interrogé à très grande échelle non seulement les femmes qui ont des émissions Fontaine, mais également leurs partenaires, dans plus de 80 pays et en obtenant un peu plus de 3000 témoignages, intégrant des données quantitatives, qualitatives et comparatives, ce qui constitue la plus grande série mondiale jamais recueillie. Il s'agissait d'une enquête transversale observationnelle avec une approche non médicale qui interrogeait le vécu psycho-émotionnel. Les données ont été obtenues à partir de 2 autoquestionnaires anonymes construits sur la base du Basic ID, un premier questionnaire d'une 50aine de questions à l'attention des femmes qui décrivaient dans leur sexualité avoir eu des émissions Fontaine et un deuxième questionnaire à l'attention de leurs partenaires. Je précise que les couples n'étaient pas appairés et que les questionnaires ont été traduits en français, en anglais et en espagnol afin d'internationaliser l'enquête. Il n'y a pas de population témoin dans ce recueil,
mais nous avons croisé toutes les données qu'on a recueillies avec tout ce qui avait déjà été publié en sexo. Et pas qu'en sexo, du reste. Alors, l'étude a duré 3 ans, dont une année entière consacrée à la diffusion des questionnaires qui ont été multipostés 1 millier de fois sur la toile auprès des associations, des syndicats et des sociétés savantes de sexologues, mais également, dans une moindre mesure, de psychologues, de gynécologues, de sages-femmes, d'urologues et d'autres. Nous avons également diffusé sur les réseaux sociaux professionnels, les réseaux sociaux grand public et quelques influenceuses. Alors, pour la méthodologie, je vous renvoie au QR code parce qu'on va manquer de temps. Retenez juste qu'on a suivi les recommandations d'expertes très précises sur ce sujet et qu'on a finalement suivi un traitement qui était à peu près similaire à celui du docteur Raphaël Herrero, qui était à ma place l'année dernière, avec l'extraction des dossiers de type doublon, avec les fakes, parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de déstabiliser le recueil de données, c'est à la mode, ainsi qu'un repérage algorithmique des dossiers suspects, car ce n'est pas tout d'avoir beaucoup de data, l'objectif étant de savoir les exploiter correctement. Alors on se retrouve avec 2 groupes principaux, le premier de 1688 femmes qui décrivent avoir eu dans leur sexualité un moment où elles ont eu des émissions Fontaine, et un deuxième de 1247 partenaires. Le premier constat, c'est que comme dans la majorité des études en ligne, on se retrouve avec des cohortes souvent un peu plus jeunes, un peu plus diplômées et qui appartiennent à des catégories socio-professionnelles supérieures. On va se pencher dans un premier temps sur la sexualité en général de ces personnes, parce que vous allez voir elles connaissent quelques différences avec la population générale. Alors, les femmes qui ont participé sont souvent très jeunes. Une femme sur 2 a moins de 30 ans dans notre étude, donc c'est très jeune. Elles décrivent une monogamie, elles sont hétérosexuelles majoritairement. La bisexualité épisodique, c'est-à-dire le fait d'avoir plus de rapports sexuels avec des hommes qu'avec des femmes, est très présent, en hauteur de 24,5%. Elles ont des orgasmes réguliers, voire systématiques, voire même des pluriorgasmes. Pour les partenaires, donc 44 femmes, c'est peu, mais ce sont les tout premiers témoignages de femmes partenaires. Ça n'avait jamais été enquêté auparavant, c'est les premiers témoignages. 1203 hommes. Les partenaires se décrivent majoritairement comme monogames, avec ou sans vie commune, ça fait jeu égal, c'est assez intéressant à observer. Ils et elles vont rechercher cet écoulement chez la majorité de leurs partenaires féminines sans forcément le retrouver. Ces 2 groupes ont comme point commun le fait que sont tous les deux, ces 2 groupes sont épanouis sur le plan sexuel, ont connu plus de partenaires que les données de référence. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que nous, sexologues, on ne les connaît pas ou très peu parce qu'elles ne nous consultent pas. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles sont épanouies sexuellement, donc elles n'ont pas particulièrement de raison de venir nous consulter. Et la deuxième, c'est que quand elles cherchent de l'information, elles vont essentiellement sur le web, où elles vont tomber sur de tout, du très bon comme du moins bon. Alors c'est dommage parce que c'est au moment des premiers écoulements que le questionnement va apparaître de façon quasi systématique, et c'est à ce moment-là qu'on peut croiser la route d'informations erronées. Donc c'est un peu dommage. Et ils et elles sont en très grande demande d'informations suite à l'étude. Alors, suite à plusieurs publications scientifiques qui sont intervenues entre 2010 et 2015, est née sur la toile l'idée que toutes les femmes ou les personnes qui ont une vulve peuvent avoir des émissions Fontaine. Nous assistons donc à une recherche effrénée de ce type d'écoulement, aussi bien chez les femmes que chez les partenaires. J'en profite pour rappeler qu'on peut avoir une vie sexuelle tout à fait épanouie sans jamais avoir d'émissions Fontaine. Alors, malgré une cohorte élargie, incluant des données médicales, sexologiques, sociodémographiques et psychologiques, nous n'avons pas réussi à mettre en évidence un profil type de femme ayant des émissions Fontaine, tellement les réponses étaient hétéroclites. Tous les éléments qui apparaissent à l'écran et bien d'autres tendraient à valider l'idée qu'il n'existe pas de profil type de femme ayant des émissions Fontaine et que, visiblement, la majorité des femmes pourraient connaître ce type d'émission au cours de sa vie sexuelle. Les réponses des partenaires sont tout aussi hétéroclites. Le seul élément qui est cité et pluricité, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est le lâcher-prise. Alors qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise ? Sa définition reste encore assez floue, mais je vais essayer de vous donner les éléments de réponse par la suite, parce qu'en analysant les réponses rédactionnelles, on arrive quand même à trouver des choses intéressantes. Alors nous avons interrogé les femmes sur ce qui s'est passé dans leur vie pour que ce premier épisode arrive. Depuis plus de 50 ans, essentiellement en Amérique du Nord et en Europe, on va vous expliquer à travers les publications scientifiques et non scientifiques qu'il y a 2 éléments majeurs et finalement pas grand-chose d'autre. C'est le lâcher-prise et la stimulation du point G. Pour info, en Afrique, dans la région des Grands Lacs, il existe une zone géographique où la quasi-totalité des femmes ont des émissions Fontaine de façon quasi quotidienne, que l'on appelle le kunyasa. Et ce n'est jamais dû à une stimulation intravaginale.
et systématiquement à une stimulation externe du clitoris par tapotement de la verge sur le clitoris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez les personnes qui ont participé à l'étude? Alors, en effet, on voit que le lâcher-prise est très largement cité, mais d'autres éléments, comme un nouvel apprentissage de son corps, de sa sexualité, l'intensité du rapport, la compatibilité sexuelle avec le ou la partenaire, une situation excitante, et les sentiments amoureux, ça c'est quelque chose qui n'avait jamais été évoqué dans aucun travail précédent. Retenez que le premier épisode reste un élément marquant de la vie sexuelle de ces femmes qui décrivent un avant et un après. Elles se rappellent très bien du moment où c'est arrivé la première fois. Ce qu'elles nous expliquent également, c'est que le premier épisode sera mieux vécu si elles ont connaissance de ce type d'écoulement avant, donc si c'est moins une surprise en fait, et également si elles partagent ce moment-là avec quelqu'un qui va être plutôt réceptif de façon positive. Alors ça peut se comprendre, mais pour celles qui ont eu des partenaires un peu réticents sur les premiers écoulements, ça va les marquer sur le plan psychique pendant longtemps, à tel point qu'elles vont essayer de limiter ces écoulements par la suite, ce qu'elles ne vont pas forcément arriver à faire. Ce qu'on a constaté également, c'est que les sentiments à l'égard des émissions vont évoluer à travers le temps. Autant pour moi. Donc, les émissions Fontaine vont arriver de façon plus répétée pendant les rapports sexuels que pendant la masturbation. Vous avez en bleu les modes de stimulation intravaginaux qui pourraient laisser penser à des stimulations du point G, et en rose des stimulations externes du clitoris. On s'aperçoit donc que pendant la masturbation, la stimulation du point G du clitoris font jeu égal, alors que pendant le rapport sexuel, la stimulation interne donc du point G serait plus efficace. Alors donc les sentiments vont évoluer à travers le temps. Donc ça c'est le premier épisode, et ça c'est à distance du premier épisode, des premiers écoulements. Qu'est-ce qui va changer? Le plaisir va être majoré, et les sentiments positifs vont émerger, et les sentiments négatifs vont être minorés, mais de façon assez importante. Vous voyez, l'apaisement, c'est un facteur 4, la satisfaction, c'est un facteur 2, la gêne, c'est divisé par 3, la peur de la réaction du ou de la partenaire, c'est divisé par 4, et la peur de l'incontinence urinaire, ça c'est quelque chose qui va les hanter pendant un moment, c'est divisé également par 4. Donc le plaisir, pendant très longtemps, on vous a expliqué donc que c'était un maxi-orgasme qu'il fallait absolument obtenir une fois dans sa vie, et on va essayer de vous le vendre sur le web, ce qui n'est pas forcément très pertinent. On a posé 2 questions. La première, c'était associez-vous jouissance et émission Fontaine. La deuxième, c'est associez-vous orgasme et émission Fontaine. Alors qu'est-ce qui change? Eh bien, on voit que même si les émissions Fontaine sont associées à un plaisir intense et spécifique, ce qui avait déjà été évoqué par la littérature, elles ne sont pas associées à l'orgasme de façon systématique. Alors, on attaque la face nord de l'Everest sans oxygène. Ça va être un petit peu plus compliqué. Donc l'objectif, c'était de valider les éléments de l'étude qualitative, de valider l'analyse qualitative. Pardon, je vais y arriver. L'objectif, c'était que cette analyse qualitative vienne confirmer les éléments quantitatifs. Je vais vous recontextualiser un peu l'étude. Au départ, mes encadrants m'avaient dit combien tu penses avoir de résultats. J'ai dit 300, ce serait bien. Ils m'ont dit si tu en as la moitié, ce sera déjà beaucoup. Bon, finalement, on se retrouve avec 3000 dossiers qui comportent chacun entre 8 et 12 questions rédactionnelles. Donc ça faisait beaucoup de data à traiter. 30 000 mots, 60 pages, c'est quand même un gros volume. Donc ce qui devait être initialement traité à la main, c'est fait via des algorithmes. Donc ça, c'est un peu nouveau. Alors ce traitement, il représentait un défi à plusieurs niveaux parce qu'il n'existe pas à ce jour de méthode de référence validée pour traiter les données qualitatives en sexologie. Ça, c'est pour la partie technique, mais il y a aussi une autre partie, c'est qu'il faut convaincre des data scientists de vous aider. Alors quand vous leur dites j'ai besoin de vos lumières pour exploiter des datas, jusque-là ça va à peu près, mais quand vous leur expliquez qu'ils vont traiter des datas concernant la sexualité des femmes, ça devient un petit peu plus compliqué. Si vous ajoutez à cela que ce traitement concerne des données qui ont un lien avec un tabou de la sexualité féminine, alors là, ça devient très compliqué. Bon, on a essayé quand même d'être pertinent. J'en profite pour remercier Jing-Mei Yang, qui est la data scientist qui a réalisé la plus grande partie de cette analyse.
Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé une partie de l'IA, de l'intelligence artificielle, un truc dont on entend parler tous les jours aujourd'hui. On a fait ce qu'on appelle du sentiment analysis, qui est très utilisé sur les réseaux sociaux pour filtrer tout ce qui s'y poste. Donc, c'est le fait d'analyser les sentiments qui sont exprimés dans un texte, puisque entre ces deux phrases, j'ai besoin d'être amoureuse pour squirter et je ne suis pas amoureuse de la main avec qui je squirte, vous avez finalement très peu de différences linguistiques, mais une différence majeure en termes de ressenti. Donc, avec cette méthode, nous avons réussi à mettre quelques éléments nouveaux en avant. Alors, on a réalisé une quinzaine de nuages de mots. Je n'allais pas tous vous les montrer parce que sinon, ça allait devenir très compliqué. Ce que je vais vous montrer, c'est l'analyse qui comporte les circonstances d'apparition. Donc, on avait 6 items qui étaient représentés, donc l'item émotionnel, sexuel, comportemental, mental, sensoriel et relationnel. Donc, je vous propose un seul nuage de mots. Le voici. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, le principe d'un nuage de mots, à la base, c'est plus c'est écrit gros, plus c'est cité dans le texte. Dans notre cas précis, on dépasse de très loin cette analyse pour se concentrer sur le sentiment qui est attribué à la terminologie, puisqu'on peut avoir un sentiment positif, négatif ou nuancé pour une même terminologie. Donc, on constate que le lâcher-prise est la plus forte représentation du nuage de mots, ce qui vient confirmer ce qu'on a abordé. Quand on voit partenaire écrit à plusieurs endroits du texte, c'est tout simplement que les sentiments associés sont différents. La faute à partenaire sans le E, c'est parce que l'algorithme travaille par racinisation. Si vous avez des enfants au CE1 ou CE2, ça doit vous parler. Et ensuite, 2 éléments qui n'avaient jamais été évoqués, donc les stimulations clitoridiennes et les sentiments amoureux. Alors, où est le point G? Eh bien, écoutez, il est caché un petit peu partout dans le texte. Quand on le cherche, on le trouve, c'est un jeu de mots. Ensuite, l'analyse comparative. Donc, comment nous avons posé une même série de questions à la fois aux femmes qui ont des émissions Fontaine et à leurs partenaires, ça semblait pertinent de voir un petit peu s'il y avait des différences ou pas. Donc ces différences, je les laisse à votre appréciation. Je suis désolé, ça fait du bruit, mais des tâches. Donc là, c'était la qualification du vecteur d'information. On voit que finalement, l'essentiel des deux groupes est satisfait de l'information qui est perçue, mais profondément incomplète, ce qui vient expliquer le fait qu'ils et elles demandent beaucoup d'informations par la suite. Là, c'était sur la stimulation du point G. Il y a finalement un peu de différence. Avec qui et comment on parle des émissions Fontaine, là aussi, il y a très peu de différence. Les stimulations qui favorisent les émissions Fontaine. Associez-vous jouissance et émissions Fontaine. Donc, je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi, je vais un peu vite. La barre bleue, c'est les réponses des femmes qui ont des émissions Fontaine. La barre violette, c'est les réponses des partenaires. C'est peut-être beaucoup plus clair pour vous maintenant. Et ensuite, orgasme et émission Fontaine, finalement, c'est un des éléments qui se décorrèle, c'est probablement l'élément qui se décorrèle le plus dans l'étude. Alors, je vous rappelle quelques éléments. Le premier, c'est que les personnes qui ont... Oui, ok, bon, alors je passe. Donc ça, c'est un support. Si jamais vous voulez l'utiliser, vous pouvez, il n'y a pas de souci, il est libre de droit. C'est juste pour informer les personnes parce qu'on s'est aperçu que plus elles avaient d'infos, plus le vécu psycho-émotionnel était agréable au début, puisque après, ça vient vite, le plaisir est quasi systématique, mais au début, il y a beaucoup de questionnements et c'est peut-être intéressant de pouvoir proposer un contenu de qualité. Enfin, je pense. Voilà, merci, j'ai fini. C'est bon. Excuse-moi, je pensais que tu avais encore beaucoup plus de diapos. Je peux en mettre d'autres si vous voulez. C'est bon. J'ai un gros stock. Quelques réactions autour de ce sujet? Là, tout le monde est... Quoi? C'est la fin de la journée. Tranquille. Oui, bonjour. Question. Bonjour. Je voulais savoir comment vous êtes passé du début de l'étude, vous vous êtes dit, allez, je vais avoir plus, 150 dossiers, à vous en avez 3000 à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Un choc. Non, ça a été très compliqué, ce n'était pas du tout attendu. Tout a été redimensionné après, en fait. C'est-à-dire que ça ne devait pas marcher comme ça. C'était pas du tout programmé comme ça. Donc en une semaine, il a fallu tout revoir, tout repenser, tout réécrire. Si vous voulez une anecdote, je poste l'étude un lundi, c'était au début de l'année 2021, au tout début, et le mardi je regarde les datas, pas grand-chose, le mercredi je regarde pas grand-chose, le jeudi je suis fatigué, pas grand-chose, je travaille en même temps évidemment, hein. Et je rentre, je fais une sieste d'1 heure, je me réveille, j'avais 60 mails, et j'avais des alertes partout qui me disaient qu'il y avait un problème sur le questionnaire, parce qu'il y avait une question où j'avais annoncé qu'on pouvait répondre, enfin on pouvait répondre à plusieurs items, et en fait il y avait un truc qui n'avait pas été décoché.
Et donc, il y avait un bug. Donc, je me connecte à la plateforme, et là, je n'arrive pas à me connecter, parce qu'il y avait trop de réponses en même temps. Donc, ça allait très vite, et ce n'était pas du tout attendu. Et après, alors il y a eu des pics d'activité qui ont été analysés par les data scientists pour savoir si c'était pas un robot spammer qui était en train de répondre. Enfin, il y a eu un gros travail d'analyse derrière pour voir si ce qu'on présentait était à peu près correct ou pas. Et a priori, ce qu'on présente est plutôt propre. Et dans votre métier, hein, oui. Dans votre métier de base, vous aviez déjà des bases sur le traitement des données à aussi grande échelle ou... Alors pas vraiment, mais c'est quelque chose qui m'intéressait et j'ai la chance en fait d'avoir autour de moi un groupe de 5 data scientists. J'avais jamais travaillé avec eux. Moi, je suis infirmier libéral, hein, donc on est très très loin de tout ça. Et en fait, ça s'est fait de façon assez... voilà, j'en ai appelé un jour, je lui ai dit, bon, j'ai un petit problème. Il m'a dit, oui, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit, ben voilà, j'ai ça. Il m'a dit, ah oui. Donc il m'a dit, combien tu en as? J'ai dit 3000. Il m'a dit, ça c'est facile. Mais j'ai dit, oui, mais il y a 10 réponses rédactionnelles à chacune. Il m'a dit, ah, ça c'est plus compliqué, ça. Et donc, en fait, on a travaillé sur Python. Alors Python, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est un langage de programmation comme C++, comme Java. Et donc, Python a un avantage énorme, c'est qu'il est communautaire et il est libre de droit. Donc, comme l'étudiante en stats avec laquelle j'ai travaillé, enfin l'étudiante en stats, c'est un peu péjoratif parce qu'elle est beaucoup plus que ça, elle fait vraiment une analyse énorme. Elle est d'origine chinoise et elle parle anglais couramment. Donc, elle avait accès à une base de données qui était colossale sur la planète. Et donc, on a cherché des algorithmes qui existaient, on n'en a pas trouvé. L'intelligence artificielle a une valeur prédictive, c'est-à-dire vous lui donnez beaucoup à manger, elle va vous dire si derrière il va y avoir un résultat positif ou négatif, pour faire très très schématique. Et en fait, on n'a pas pu se diriger vers ça parce que ça n'existait pas, on devait sacrifier trop de data, c'était pas pertinent. Et de toute façon, c'est pas ce qu'on cherchait à faire. On cherchait pas à mettre en avant qu'avec telle ou telle caractéristique, il y avait une chance ou pas d'avoir un jour dans sa vie, ça nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment le sentiment qui avait été évoqué dans le texte en fait. Il y a des femmes qui nous ont répondu oui, non, il y en a d'autres qui ont fait une ligne, il y en a qui nous ont fait des paragraphes. Il y a une psychiatre américaine qui m'a écrit un livre. Elle m'a contacté sur LinkedIn, elle m'a dit voilà ce que je pense de ce sujet très précis. Et je lui ai dit il faudrait le publier. Elle m'a dit je ne peux pas le faire dans mon pays. Moi j'ai une petite question. Oui. Tu as dit que la majorité de ces femmes en fait avaient puisé leur information sur le web. Oui. D'accord. Est-ce que le fait de savoir l'origine de ce liquide a changé quelque chose dans leur satisfaction, dans leur pratique, du style je suis inhibé parce que j'ai appris que c'était la vessie, ou je m'en fous complètement, je me lâche et de toute manière je profite du plaisir? Oui, très clairement, ça les libère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles connaissent l'origine, qui date d'il y a 10 ans, ça les libère beaucoup. Ouais, voilà, vous connaissez un peu. Ça les libère beaucoup, c'est-à-dire qu'elles comprennent que finalement elles n'ont pas d'incontinence urinaire et que c'est un autre mécanisme qui rentre en jeu et que finalement c'est assez voluptueux. Alors, je suis content de te l'entendre dire, parce que c'était un peu contre-intuitif, si j'ose dire. Ah oui? Oui, parce que moi je me suis fait engueuler quand on a publié avec Samuel et qu'on a dit que ça venait franchement de la vessie avec preuve à l'appui. On s'est fait un peu agresser du style, mais vous vous rendez pas compte, vous allez inhiber ces femmes, ça va être terrible. Et avant, elles prenaient leurs pieds, elles étaient contentes, elles se posaient pas de questions. Et maintenant, vous êtes en train de leur expliquer qu'elles font pipi au lit. Et donc, du coup, ça va être mal vécu. Je suis contente de t'entendre, parce que moi, c'est pas le retour qu'on avait. C'est-à-dire que les patientes à qui on a dit, bah voilà, ça vient de là, de dire, on s'en fout. Ouais. La littérature, pas que scientifique du reste, sur ce sujet, elle est assez précise. C'est-à-dire que ce questionnement, il a toujours eu lieu. Elles se sont toujours posé la question de savoir ce qui se passait. Oui. Alors il y en a qui ne se posaient pas la question et qui vivaient très bien, et il y en a d'autres qui se sont interrogées pendant très longtemps. Et le jour où on leur a donné quelques éléments de réponse, elles ont commencé à être... En fait, ce qui nous avait motivé à l'époque avec Samuel à travailler là-dessus, c'est qu'on entendait des tissus d'ânerie à ce propos-là quant à l'origine de ce liquide. C'est-à-dire, quand même, on va situer les choses. Vous êtes un homme de 20 ans, vous avez une prostate de 15-20 grammes, d'accord ? Vous êtes une femme de 20 ans, vous avez, dans le meilleur des cas, quand vous en avez, parce que ce n'est pas 100%, 2 à 3 grammes de prostate. Et nous, avec 20 grammes de prostate, on fait 3-4 millilitres de sperme, et vous, avec 2 grammes de prostate, vous faites un verre entier. Extraordinaire comme truc. Et ça avait l'impression de choquer personne. Alors, ce qui est vachement intéressant dans l'analyse des réponses qu'on a eues, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler, parce qu'il y a beaucoup trop de choses, malheureusement, c'est qu'à un moment, j'ai proposé à ces femmes de requalifier le vocabulaire contemporain. Donc, il y avait 5 items, il y avait émission fontaine, éjaculation féminine, point G, j'oublie quelque chose, il y avait sourcier et il y avait autre chose, j'ai oublié, bon, peu importe. En fait, on s'aperçoit que c'est la question la réponse qui est le moins investiguée. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce qu'elles veulent, elles, c'était juste témoigner de ce qui se passait en elles, et c'était expliquer que finalement c'était très bien et que ça pouvait être partagé et très bien accueilli.
Mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas des patientes qu'on voit en consultation. Non, jamais, très rarement. Elles sont épanouies, elles vont bien. Ou alors vraiment au début, quand il y a vraiment un questionnement. Alors moi, pour le coup, pendant l'étude, comme mon nom et mon prénom n'étaient pas cachés, j'ai été contacté par beaucoup de femmes qui découvraient ça et qui me posaient beaucoup de questions, notamment la question de l'incontinence urinaire. Bon, désolé de faire Monsieur Loyal, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Finalement, on est content d'avoir eu seulement 3 mémoires pour pouvoir terminer à l'heure. Et je vais demander au directeur d'enseignement de nous rejoindre pour qu'on puisse délibérer et attribuer le prix du meilleur mémoire.